Cela a pu être développé pour le peuple vénézuélien et profiter au monde entier. Comme l'a dit le secrétaire, cela n'a jamais été fait auparavant. Il avait une belle opportunité, mais quelqu'un a tout fait capoter, comme chacun sait. Il s'agissait de Chavez. On sait ce qui lui est arrivé. Finalement, cela a ruiné l'industrie vénézuélienne. Nous savons tout comment cela s'est produit. Sa fin a été tragique. Quoi qu'il en soit, nous sommes heureux de voir ce qui s'est passé et nous envisageons l'avenir avec optimisme, car cela représente une opportunité pour beaucoup de personnes ici présentes, mais aussi pour l'Amérique et le pays tout entier. Allez-vous vous impliquer? Parce que, vous savez, il n'est pas dans le Dakota, mais dans l'Oklahoma, des endroits incroyables, ce qui est un peu différent. Mais il ne fait aucun doute que vous n'aurez pas à trop vous en soucier. Vous pouvez vous lancer. Vous allez participer? Bien sûr. Comme vous l'avez dit, je suis un entrepreneur pétrolier. J'ai une expérience variée, mais pour raconter cette histoire, le coach a un peu exagéré. Ce n'est pas sorti aussi facilement que d'habitude, mais bon, c'est une histoire formidable. J'adore, et j'adore Barry. C'est Barry, c'est ce qu'on m'a dit. Cela dit, c'est un champion. Et c'est en grande partie pour ça que j'aime autant cette histoire. Absolument, ça me passionne, car l'exploration, c'est quelque chose que tout le monde a dans le sang. Et puis, c'est un pays très prometteur, avec de nombreuses réserves. Il a ses défis à relever et l'industrie sait comment les gérer. Et comme l'a dit Darren, il faut y aller en toute connaissance de cause et faire de son mieux avec l'équipe qu'on a. Vous allez donc bénéficier de quelque chose qu'ils n'ont jamais vraiment eu ici. Une sécurité exceptionnelle. Vous serez en sécurité, physiquement et financièrement. C'est donc un plaisir de vous voir, Harold. Merci beaucoup. Quelqu'un a-t-il quelque chose à ajouter avant de passer à la presse? Je dois employer le même terme. Vous savez qu'il y a quelque chose à dire, Cuba. Eh bien, Cuba est en mauvaise posture. Cuba dépendait du Venezuela pour le pétrole et l'argent. Et personne ne sait vraiment ce qui va arriver à Cuba. La situation est très mauvaise. C'est vraiment un pays du tiers-monde. Et nous avons beaucoup de Cubano-Américains formidables. Et je dirais que Marco s'inscrit parfaitement dans cette catégorie. Et je pourrais vous demander de dire, si vous le souhaitez, c'est dont nous parlions tout à l'heure. Cuba est très différent. Ils n'ont pas d'énergie, ils n'ont pas de pétrole, mais ils vivent du pétrole vénézuélien. Et ce qu'ils ont, ce sont des gens très forts et très puissants, militairement parlant. Et ils protégeaient les dirigeants vénézuéliens et encaissaient beaucoup d'argent du Venezuela. Mais non, ce n'est plus le cas. Ils ne recevront plus d'argent. Alors, Marco, qu'en pensez-vous? Eh bien, le problème fondamental à Cuba, c'est que le pays est dirigé par des incompétences qui ignorent tout du fonctionnement d'une économie. Ils ont fait un choix. Ils préfèrent le contrôle politique sur la population et une économie fonctionnelle. Ils ont réussi à s'en tirer pendant plus de 60 ans grâce à leurs donateurs, l'Union soviétique et, plus récemment, le Venezuela. Mais c'est terminé. Les dirigeants cubains sont donc face à un choix. Soit ils bâtissent un véritable pays avec une économie viable, où leur peuple peut prospérer, soit ils persistent dans leur dictature défaillante, ce qui mènera inévitablement à un effondrement systémique et social.
C'est donc un choix très radical et dramatique, et nous espérons faire le bon choix. Nous n'avons aucun intérêt à ce que Cuba soit déstabilisé, mais ce serait de leur faute, car ils refusent d'accorder au peuple cubain la moindre liberté, économique ou politique. Et vous avez tous, beaucoup de gens dans ce pays qui veulent retourner à Cuba et aider le pays. Beaucoup de gens sont partis. Vous savez, ils sont arrivés sans le sou. Ils n'avaient rien. Et ils sont devenus très riches dans notre pays. Et ils veulent vraiment retourner aider Cuba. C'est quelque chose que Cuba et que beaucoup d'autres pays n'ont pas. Monsieur le Président, Peter, Trump, merci. Je voudrais vous interroger sur le Minnesota. Mais d'abord, revenons à notre sujet. Le président Zelensky a déclaré qu'il observait, comme le reste du monde, votre ordre de capturer Nicolás Maduro. Et il a dit que si c'est ainsi que cela fonctionne avec les dictateurs, les États-Unis savent ce qu'il leur reste à faire. On dirait qu'il veut que vous alliez capturer Vladimir Poutine. Ordonneriez-vous un jour une mission pour capturer Vladimir Poutine? Je ne pense pas que ce soit nécessaire. Nous avons toujours eu d'excellentes relations avec lui. Je suis très déçu. J'ai réglé une guerre. Je pensais que celle-ci serait dans la moyenne, voire l'une des plus faciles. Peter, vous savez pu. Être que le mois dernier, ils ont perdu 3100 personnes, dont de nombreux soldats russes. L'économie russe est en difficulté. Je pense que nous finirons par régler ce conflit. J'aurais souhaité que ce soit plus rapide, car beaucoup de gens meurent, surtout des soldats. Ils sont touchés à Kiev et un peu ici et là. Des gens meurent là-bas aussi. Mais ce sont surtout les soldats qui, quand on voit 300030 soldats mourir en mois, 27000 le mois précédent, 26000 celui d'avant, c'est catastrophique. Comme vous le savez, le président Biden a donné 350 milliards de dollars à l'Ukraine pour la guerre. Et on ne reverra jamais ces argents. J'ai pourtant conclu un accord sur les terres rares pour tenter de le récupérer. On va donc le récupérer, mais on n'aurait pas dû faire ça. C'était une erreur. Je le dis tout de suite, car j'ai réussi à faire passer la contribution de l'OTAN au PIB de 2% à 5%. L'OTAN a beaucoup d'argent et elle finance tout. On ne perd pas d'argent, on gagne beaucoup d'argent. Si on y réfléchit, on vend du matériel militaire. Ils le donnent probablement à l'Ukraine. Mais nous, on le vend à l'OTAN. On en tire le prix fort. Mais ça ne me préoccupe pas outre mesure. Ce qui est crucial, c'est de mettre fin à une guerre où 3000 personnes meurent chaque mois. Le vice-président du Minnesota a suggéré hier que René Camp, tué par cet agent de l'IS, appartenait à un vaste réseau d'extrême gauche. Que vous a dit votre équipe à propos de ce réseau? Qui le dirige? Qui en fait partie? De quoi s'agit-il? Comment s'appelle-t-il? Eh bien, je n'ai pas vu la déclaration du vice-président, mais il est généralement très fiable. Je déteste le dire, mais j'ai regardé les images hier, et il y a de nombreuses manifestations différentes. Il y avait une femme qui criait « Honte, 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 honte ». C'était une agitatrice, probablement une agitatrice paillée. Mais à mon avis, c'était une agitatrice de haut niveau. Elle était tellement professionnelle qu'elle n'arrêtait pas de crier. Je lui ai dit, ce n'est pas une situation normale. C'est une faiseuse de troubles professionnels. Vous l'avez entendu.
et moi aussi. Je dois dire que les médias l'ont en quelque sorte calmé, démotivé. Car on l'a regardé faire un tel bruit, c'était tellement incontrôlable, tellement anormal. Quand on voit quelque chose comme ça, on ne se met pas à crier sans cesse en répétant les mêmes mots. Alors, on pourrait dire qu'elle était professionnelle, mais je ne pense pas qu'elle était très efficace. Il y a des agitateurs, et nous protégerons toujours l'IS, ainsi que nos patrouilles frontalières et nos forces de l'ordre. Oui, Monsieur le Président. Monsieur le Président, lors de vos échanges aujourd'hui avec ces dirigeants pétroliers, leur avez-vous fourni des garanties de sécurité afin qu'ils puissent travailler en toute sécurité au Venezuela et séparément, Monsieur le Président? Ils bénéficieront de ces garanties. Oui. Monsieur le Président, je m'interroge par ailleurs sur l'avenir du Venezuela. Considérez-vous le Venezuela, dirigé par Elsie Rodriguez, comme un allié des États-Unis? Partagez-vous cet avis? Quelle est votre opinion sur le pays actuellement?